Bon lundi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Karim, on sort des enjeux de santé, ça nous est déjà arrivé par le passé, on fait un spécial Moyen-Orient, ça brasse beaucoup au Liban dans les derniers jours, avec entre l'Israël et le Hezbollah. Écoute, Karim voulait absolument qu'on en jase. On avait déjà parlé un peu de certains de ces sujets-là par le passé dans des chroniques précédentes. Mais regarde, on y retourne parce qu'il y a des nouveaux développements, puis c'est, comme dirait Karim, on a du stock. Fait qu'on passe ça ce matin dans toute liberté. Salut Karim. Salut Joey. Ouais, on met la santé de côté un peu cette semaine, puis Ouais. on se met la tête dans le bol à punch de géopolitique. Puis je suis content parce que c'est ça, c'est toujours intéressant. Puis sérieux, j'ai suivi cette histoire-là un peu d'un coin de l'œil. Sûr qu'à un moment donné, depuis le 7 octobre, autant qu'on l'a, puis on va fêter le premier anniversaire tragique, malheureusement, dans les prochaines semaines, mais autant qu'on s'est toujours informé un peu, mais c'est un peu comme, peut à dire, là, c'est aucunement euh, négatif, ce que je veux dire nécessairement, mais tu sais, c'est un peu comme la guerre en Ukraine. Au début, tout le monde tripait là-dessus, let's go. À un moment donné, à force que ça étire, ça élonge, on perd l'intérêt. Puis c'est un peu plate, sachant que c'est quand même des enjeux importants qui se passent aussi. Ça reste des vies humaines qui sont souvent perdues ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, le monde de l'actualité étant ainsi fait, on ne va pas nécessairement se connecter sur tout, à moins qu'on ait vraiment des gros tripeux de géopolitique du Moyen-Orient ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. Ben écoute, je sais pas lequel article que tu m'as envoyé, tu veux que je partage en premier, en fait. Ben, c'est ça, tu peux. Je vais juste faire juste un petit préambule pour dire au départ, c'est ça. Écoute, ouais, c'est ça, je voulais qu'on se parle de ça parce que, comme tu dis, ben, ça, c'est un peu le génie des politiciens qui ont intérêt à faire la guerre, de normaliser la guerre. À partir du moment où tu l'as normalisé, t'as plus vraiment la communauté internationale qui te met de pression parce que la communauté internationale, ben, je veux dire, c'est des pays, c'est fait d'un peuple qui vont voter à des urnes. Quand la question, c'est plus trop important, ben, je veux dire, c'est un peu le génie, puis on va en parler un petit peu. Puis on va essayer de passer ça, de montrer un petit peu quels sont les intérêts d'Israël à prolonger cette guerre-là. Pourquoi? Selon mon analyse, et l'analyse de quand même, là, j'ai pris quand même pas mal de sources pour ça, l'analyse de plusieurs experts, pourquoi il y a un intérêt. Est-ce qu'il est légitime ou non? Ça, on peut toujours en débattre. Puis ici, on n'est pas là comme dans mes anciennes chroniques, je le dis, on n'est pas là pour choisir, pour dire qui a raison ou qui a tort, parce que c'est pas nous qui peuvent trancher ça aujourd'hui. C'est très triste, il y a des vies humaines qui sont en jeu, mais la géopolitique, c'est toujours une question d'intérêt, intérêt des nations, intérêt des pays, intérêt individuel aussi, des chefs qui composent ces nations. Donc, intérêt économique, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis si on voulait remonter à qui a raison, qui a tort, ben écoutez, on ne serait pas capable de le faire de un, et de deux, il faudrait remonter à l'ère pré-biblique. Ouais, ça devient un peu lourd. On pourra peut-être le faire à un moment donné. Mais disons que On pourrait faire un genre de hors-série. ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment dans l'optique d'essayer d'avoir une analyse à tête froide, regarder ça de façon purement froide, sans porter de jugement de valeur comme tel. Absolument. Puis écoute, regarde, on plonge tout Oui, de suite. Il y a une nouvelle absolument. qui, évidemment, qui a fait le tour des derniers jours. La mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui depuis le 27 septembre dernier, ben, Hassan, il est plus tellement là. Il a été pas mal, il a été en fait, en certains diraient, c'est ça, tué, certains diraient assassiné, peu importe la façon que vous le prenez, par une frappe de l'armée israélienne. Écoutez, pour ceux qui comprennent un peu moins le principe, le Hezbollah, c'est un peu comme la force militaire slash, ben, je dirais pas gouvernement, parce que c'est comme touché un peu, Karim, tu pourras confirmer avec moi, mais du Liban, nécessairement. Puis d'ailleurs, c'est un peu un petit détail de le mentionner, mais la raison aussi pourquoi ça touche nécessairement ces enjeux-là, parce qu'autant que visuellement, tu es québécois, mais tu es d'origine libanaise aussi, ta famille l'est aussi, donc ça, bien évidemment, même je pense que tu as des membres de ta famille qui sont, en tout cas, Oui, peut-être. oui, oui, j'ai encore beaucoup de membres de ma famille qui sont au Liban, là. Oui, oui, tout à C'est fait. ça. Donc, ça. Donc, c'est pour ça que le sujet, tu sais, j'aime beaucoup la géopolitique de façon générale. Je me donne plus de légitimité de parler du Moyen-Orient parce que, naturellement, ayant des origines, étant moitié libanais, je m'y connais beaucoup plus dans cette Ah ouais. région-là. J'ai plus ou moins de valeur ajoutée de parler là, du conflit dans le Pacifique, disons, même si ça m'intéresse, mais je ne me permettrais pas là, de faire des chroniques là-dessus parce que je pense qu'il y en a qui sont bien meilleurs que moi pour le faire. Mhm. Mais
Oui, puis tu as bien fait de choisir cet article-là parce que pourquoi c'est très gros ce qui arrive en ce moment. C'est pas juste redondant. La mort de Hassan Nasrallah, qui est le chef du Hezbollah, ça fait depuis le début des années 90, là, à peu près une dizaine d'années après la création du Hezbollah. Hassan Nasrallah était le chef. C'est un personnage tout à fait mythique au Liban. Il y a beaucoup d'ennemis, mais il y a des gens qui sont en adoration, particulièrement la communauté chiite. Il est chiite, lui. Il serait descendant de la lignée du prophète, ce que l'on dit. Ce qui lui, C'est bien d'adon, hein? ce qui lui amène encore un aura encore plus mythique chez la communauté chiite au Liban. Lui, il n'est pas iranien, il est libanais, mais la création, on va en venir, là, on va faire des petits rappels historiques, mais oui, le Hezbollah est une milice armée, quand même lourdement armée par l'Iran, qui s'est créée au moment au moment de la première guerre du Liban, donc la guerre civile du Liban, armée par l'État iranien et l'État iranien qui est un État chiite également. Mais ce n'est pas que ça, le Hezbollah. C'est également, quand tu parlais, c'est du gouvernement. Oui, il y a C'est une mixé, milice ça, l'affaire. armée qui est reconnue comme une organisation terroriste depuis l'attentat qu'ils ont jamais revendiqué, mais qu'on sait que c'est eux lorsqu'ils avaient fait sauter, une lorsqu'il il avait fait une attaque à la bombe pour faire sauter l'équivalent d'un consulat américain au moment de la guerre civile au Liban. Donc, depuis ce temps-là, les États-Unis d'Amérique et donc à peu près tous les alliés des Américains considèrent le Hezbollah comme une entité terroriste. Cependant, c'est plus compliqué que ça parce qu'ils font également partie du gouvernement. Ils ont des députés au Parlement libanais. Jusqu'en 2022, ils avaient une majorité de députés au Parlement libanais. Donc, ils font partie du gouvernement, du législateur jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est assez compliqué. Maintenant, on va commencer par faire, c'est un petit rappel historique parce que on avait déjà fait 2 chroniques en parlant du Ouais. Moyen-Orient, mais je ne tiens pas compte que tout le monde les ont écoutées Non, c'est naturellement. ça. Donc, c'est un petit rappel rapide, historique. Ben, c'est assez important de voir 2 choses. C'est quoi la création du Hezbollah? Parce que les 2 qui sont en guerre en ce moment, c'est Hezbollah et Tsahal, donc les forces militaires israéliennes, donc l'État d'Israël. Donc, voyons débutons par la création de l'État d'Israël. Ça a commencé quand? Ça vient d'où, ça, le fameux État d'Israël? Comme on le connaît aujourd'hui. Encore une fois, je veux dire, les Terres saintes, les Juifs sur la Terre sainte, ça remonte à l'époque pré-biblique. On ne va pas là, mais on parle de la création de l'État d'Israël. Ben, tout a débuté en 1917, en plein cœur de la Première Guerre mondiale, suite à la déclaration de Balfour. C'est quoi? C'est qui, ça, Balfour? Ben, Balfour, c'était l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique, qui, lui, avait déclaré, au sein de sa déclaration, que l'Angleterre proposait de créer un État, un foyer national pour les Juifs, un État hébreu au Moyen-Orient. OK? Pourquoi? Ben parce que quand on regarde un peu l'histoire des Juifs, ils se sont fait massacrer en Europe comme ça se peut pas. Et bien avant l'Holocauste également, des massacres en Russie. Ça leur prenait un foyer national. Et la déclaration de Balfour mentionnait ça. Elle a été adoptée par la Société des Nations en 1922. Donc, les pays alliés qui ont gagné la Première Guerre mondiale, qui ont démantibulé l'Empire ottoman, parce que dans cette région du Moyen-Orient, du Proche-Orient, tout était sous l'égide de l'Empire ottoman, ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui. Lorsque l'Empire ottoman s'est démantibulé, suite à l'entente de Balfour, lorsqu'elle a été ratissée par la communauté internationale, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, bien, ça donnait l'autorité aux Britanniques de redessiner les territoires, dont l'État d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui est Euh, arrivé? Ça ne faisait pas euh, l'affaire des Arabes, on s'entend. Il y a non, c'est ça. beaucoup Ben, de... ça, j'allais dire, un film mythique des années 60 qui se passe dans cette période-là, c'est Laurence d'Arabie, Oui, qui est connu avec, mon Dieu, le nom d'acteur m'échappe complètement, mais en tout cas, ça va m'en revenir. Mais c'est ça qui se passe vraiment dans cette période-là, parce que justement, à la chute de la chute de l'Empire ottoman, bien évidemment, ça c'est comme les États sont comme fragmentés en différents. À l'époque, c'était des chefs tribaux ou certains imams ou certains chefs arabes qui se sont dit OK, là, on gère nous autres nous-mêmes. Tu as l'Égypte d'un bord, tu as l'Arabie, la Palestine d'un côté. C'était comme le fou-braque un peu. Puis c'est ça, c'est là que la France, puis surtout les Britanniques d'ailleurs, ont essayé de, comme, de remettre de l'ordre là-dedans. Là.
Je trouve ça très simpliste en Absolument. passant. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, oui, non, non, tout à fait. C'est juste que c'est ça. On n'a pas 2 heures, là. C'est pour ça non plus qu'on Exact. essaie de se rapidement. C'est pour ça qu'on y va rapidement, puis C'est ça. tu vas voir, ça va défiler avant qu'on se prête à une analyse. Parce que le but aujourd'hui, c'est un peu de dire qu'est-ce qu'on pense qui vont être les prochaines étapes, pourquoi Israël est en train de faire ça et jusqu'où Israël va aller. Elle est où sa ligne rouge? Il y en a-t-elle une? Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bon, ben, les Arabes n'étaient pas contents, naturellement, parce qu'il y avait plein de Juifs qui arrivaient. Il y avait donc deux peuples, cousins, certes, mais pas nécessairement toujours amis, qui vivaient au même endroit, un endroit d'une géographie qui n'est pas quand même pas très grande, donc des centaines de milliers de Juifs qui sont arrivés. Et il y en avait de plus en plus, beaucoup d'immigration juive. Et suite à ça, il y avait des Palestiniens parce que ça s'appelait la Palestine à l'époque, qui migraient, qui s'en allaient vers ce qu'on appelait la Transjordanie à l'époque, qui allaient vers l'Égypte, qui allaient vers le Liban. Donc, suite à ça, les Britanniques ont mis des quotas d'immigration juive, parce qu'ils disaient à un moment donné, si on veut pas que le bordel poigne complètement, on veut qu'il y ait un foyer national, mais il y a des quotas d'immigration. Ça faisait pas l'affaire des Juifs du tout. Et le 14 mai 1948, à minuit, c'est là où le mandat britannique sur la Palestine expirait. Okay? Donc, et suite à ça, Israël ont déclaré de façon unilatérale leur indépendance. Suite à la déclaration de l'indépendance d'Israël, quelques semaines ou quelques mois plus tard, il y a eu une attaque d'une coalition armée. Il y avait l'Égypte, il y avait la Transjordanie, le Liban, et il y avait également la Syrie et l'Irak également, qui ont attaqué Israël. Première guerre arabo-sioniste ou arabo-sioniste. Quand je dis le terme sioniste, je ne le dis pas de façon péjorative. C'est vraiment le mouvement sioniste comme tel. Donc, c'est ni péjoratif ni positif. Là. Je veux dire, c'est littéralement, c'est le mouvement sioniste. Donc, les guerres arabo-sionistes, c'était la première. Les Juifs ont gagné cette guerre-là et ils ont ratissé encore un petit peu plus de territoire. Maintenant, on s'en va en 1967. 1967, date très importante, c'est la fameuse guerre des 6 jours. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Yom Kippour. Ouais. Non. Le Kippour. C'est vrai, ce sont des histoires de raison. On va y arriver. Parce que vous allez voir, il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs. Ça, c'est la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, c'est encore une fois, globalement, les mêmes armées, les mêmes territoires arabes autour qui se sont concertés pour attaquer Israël. Mais Israël, suite à des informations, soi-disant, d'un Égyptien juif infiltré, mais ça, je vais vous en parler plus tard, je vais faire l'anecdote là-dessus, c'est assez intéressant, aurait eu un avantage stratégique et ils ont envoyé des avions bombarder l'Égypte de façon très massive. Ils sont entrés en Syrie, et sont entrés également en Jordanie. Donc, ils ont gagné, ils ont pris de vitesse les armées de façon assez ingénieuse grâce à de l'espionnage. Et suite à ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont à peu près quadruplé leur territoire. C'est là, suite à la guerre des 6 jours, qu'Israël a pris Gaza, a pris la Cisjordanie, donc avec un territoire limitrophe avec la Jordanie. Ça serait peut-être bon de mettre une carte. As-tu une carte? Ouais, pendant je vais continuer à parler en même temps. Mais juste parce que, pour moi puis toi, c'est peut-être facile, mais c'est pas nécessairement facile pour tout le monde de se repérer. Juste pour le mettre un peu plus interactif pour les auditeurs aussi. Et également, ils ont pris le plateau du Golan, donc partie limitrophe avec la Syrie, qui est encore sous occupation israélienne, mais que selon les Nations Unies, ça appartiendrait à la Syrie. Et ils ont pris également Jérusalem-Est. Donc, à partir de ce moment-là, ça s'envenime encore plus les choses. Pourquoi ça s'envenime encore plus? C'est que les Palestiniens perdent du territoire, les Israéliens en prennent et l'animosité entre les deux peuples ne fait qu'augmenter. Et là, la guerre du Kippour, c'est 1973, c'est l'Égypte et la Syrie en coalition avec le monde arabe qui déclenchent cette guerre-là. Et Israël avait perdu significativement de territoire, mais ils ont été en mesure de le reprendre suite à des alliances avec les alliés occidentaux. Et pour terminer avec l'histoire d'Israël, la création d'Israël, 1987, la création du fameux Hamas. Le Hamas, c'est quoi? C'est une organisation terroriste qui est financée, c'est
c'est une branche militaire des frères musulmans qui sont financés jadis beaucoup par l'Égypte, mais là, l'Égypte a rupturé depuis l'arrivée au pouvoir du général Sissi. Il y a eu une rupture avec C'est le Qatar à avec cette le heure, hein? Hamas. Maintenant, c'est beaucoup le Qatar qui finance le Hamas. Donc ça, un peu un résumé. Puis quand tu regardes, si tu zoomes un peu, la région où est-ce qu'on se situe, on va montrer pour les auditeurs où est-ce qu'on se situe sur la planète. Ah, c'est zoom in, zoom out. Ouais, juste pour montrer la petite région. C'est ça. La petite région avec la frontière. Où est-ce qu'elle est la bande de Gaza? Oui, Ouais, exactement. c'est la petite affaire juste ici. Ouais. Pas gros quand on y pense. Là, Non, non, exactement. Puis lorsque tu regardes le Liban, il est situé au nord d'Israël. Donc, la frontière avec le Liban, elle est située au nord d'Israël. Voilà. Exactement. Puis, la Cisjordanie, ben, c'est le territoire qui est limitrophe avec la Jordanie, naturellement. C'est ça. C'est vraiment c'est un peu spécial parce que tu as comme Jérusalem qui font comme wow, ils font un grand détour pour embarquer Jérusalem, puis Tout à fait. ils repartent sur un autre bord. Ça me fait penser un peu je sais pas si c'est zéro, il faut pouvoir faire des comparaisons un peu boiteuses, là, mais tu sais, voyons, l'Allemagne sous occupation divisée en deux, là, tu avais comme la Berlin-Est, Berlin-Ouest un peu. Là, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Techniquement, tu avais une partie qui était aux Russes, Ouais. mais c'était du côté justement plus soviétique, fait que c'était un peu spécial, mais comme je dis, mon but, c'est pas de faire des Non, je comprends que tu fais pas un lien entre les deux conflits. Non, c'est ça n'a rien à voir avec l'idéologie ou quoi que ce soit, là, vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est ça, on est dans cette région du monde. Et lorsqu'on parle du plateau du Golan, ben, c'est à la portion limitrophe avec la Syrie. Donc, on voit que entre 1948 et 1973, Israël a à peu près quadruplé son territoire. Ça amène beaucoup de réfugiés palestiniens en Égypte, en Jordanie, et également dans la portion qui va nous intéresser pour la discussion au Liban, particulièrement au sud du Liban. Rappelons le but de la création du Liban, suite encore à la Première Guerre mondiale, suite à de façon plus extensive, suite à la Deuxième Guerre mondiale sous l'égide de la France, c'était d'avoir un foyer pour les chrétiens au Moyen-Orient, un genre de safe space pour les chrétiens. Mais comme dans cette région du monde, les frontières sont un peu arbitraires, il y avait quand même beaucoup de musulmans qui étaient au Liban, et beaucoup de musulmans qui ont migré au Liban et beaucoup de chrétiens qui sont partis. Donc, de plus en plus, la portion de chrétiens au Liban a diminué avec le temps. Et là, il y a eu quand même de façon importante des tensions importantes entre les chrétiens libanais, particulièrement les maronites, et les factions musulmanes sunnites et chiites. Bon. Lorsque les Palestiniens sont arrivés au Liban, l'économie du Liban était vraiment pas bonne, il y a une chute économique. Et il y a eu beaucoup de tensions entre les Palestiniens et les chrétiens maronites, et les musulmans, particulièrement les musulmans sunnites, étaient du côté des Palestiniens. Énormément de tensions également à la frontière avec Israël, parce que c'est les Palestiniens, dont ceux qui se battaient avec l'OLP qui est l'Organisation de la libération, qui était l'Organisation de la libération de la Palestine, envoyaient des missiles, des roquettes plutôt sur Israël de façon assez intense. Et donc, ça nous amène à 1975, début de la guerre civile au Liban. Les causes sont multiples. Il y a 2-3 auditeurs qui m'ont écrit qui voudraient que je fasse à un moment donné une chronique sur... Parce que la dernière fois, ils trouvaient qu'on avait passé un peu vite sur la guerre civile au Liban. Mais c'est une chronique d'1 heure là, en soi. Là. Juste ça, là, c'est assez compliqué. Mais les causes, en gros, entrée massive des Palestiniens, beaucoup de différents, parce que le Liban est un pays multiconfessionnel. Hein? Il y a des chrétiens maronites, on comprend les grandes confessions, il y a des chrétiens maronites, il y a des musulmans sunnites, il y a des musulmans chiites, il y a des musulmans druzes, et il y a également, catholiques, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu, il y a une petite communauté orthodoxe aussi, et beaucoup de conflits à savoir quelle va être la représentation du pouvoir
de chacune de ces confessions-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est le président est un maronite, le premier ministre est un sunnite, le chef de l'Assemblée est un chiite, et dans l'armée, il y a aussi là, des rangs. Donc, tu sais, c'est pour essayer de contenter un petit peu tout le monde, mais tout le monde considère qu'il est floué dans la balance. Donc, c'est pas mal ça. Ici, lorsqu'on regarde, il y a aussi une chute de l'économie importante. Donc, si tu prends tout ça en compte, c'était une pépinière, et c'était une bombe à retardement, le Liban. Et la guerre a éclaté en 1975. Elle a duré jusqu'en 1990. Maintenant, Ouais. on revient toujours avec Israël. Important. Donc là, l'OLP, les Palestiniens, portion des Palestiniens, là, et aussi il y avait des Palestiniens fédéens qui avaient migré vers le Liban et qui profitaient d'une certaine façon du safe space que le Liban leur donnait, mais vraiment entre guillemets, là, safe space, pour envoyer des bombardements sur Israël. Maintenant, il y avait eu des bombardements importants en 1981 il y avait eu des Israéliens qui avaient été tués et suite à ça, Israël, en 1982, pour la première fois, est rentré au Liban. Ils ont décidé d'envahir le Liban. Ils ont envahissement terrestre, là, un vrai envahissement, pas juste envoyer des bombes. Ils ont bombardé beaucoup Beyrouth. Ils ont fait un envahissement terrestre et ils sont montés jusqu'à Beyrouth. La distance entre... C'est un petit pays, le Liban, mais la distance entre le sud et Beyrouth, on est à peu près 3 heures et demie. Là. Donc, c'est quand même, les tanks sont allés quand même, sont quand même allés très loin. Et cette opération-là, ça s'appelait l'opération Paix en Galilée. Et les forces israéliennes sont demeurées à Beyrouth jusqu'au 29. Ils ont envahi en fin juin, je crois, et ils sont restés jusqu'au 29 septembre à Beyrouth, mais par contre, ils ont occupé le sud du Liban jusqu'en 2000. Donc, de 1982 à 2000, ça veut dire pendant 18 ans, il y a eu une occupation israélienne au Liban. Écoute, on voit que jamais. C'est ça qui est spécial, tu sais, parce qu'il y a on parle du Liban, bien évidemment, puis on pourrait parler, bien évidemment, de Cisjordanie ou Syrie, puis là, avec l'Égypte et compagnie. C'est une région vraiment qui a toujours été en conflit, mais ça a toujours bouillonné. Il y a jamais, tu sais, il y a des places, on peut dire que, tu sais, des fois, pour tous les défauts que le Québec a en général, on est quand même bien. Tu sais, là, sans vouloir faire nécessairement de méga parenthèses, mais là, on n'arrête pas de parler d'un ouragan aux États-Unis qui scrape des villes au grand complet. Nous autres, on n'a pas de volcan, on n'a pas de. OK, on a un petit mini tremblement de terre une fois de temps en temps, ça passe aux nouvelles, mais sinon, tu sais, Puis comme on Lucien est. C'est tranquille, tu sais, contrairement à d'autres places, tandis que ça fait des décennies, des décennies, que c'est rendu que tu comptes même plus le nombre de conflits qu'il y a eu. Ça te prend quasiment un archive rien que pour les annoter parce que ça arrête jamais de péter. Là. Ça bouge plus qu'ici, c'est sûr. Ça se compare pas. Puis tu sais, nous en plus, je dirais comme Lucien Bouchard l'a dit, on est chanceux d'avoir François Legault. fallait que je plaque. Ouais, ça, j'allais dire. Sur François Legault encore. Je suis en train de m'imprégner de lui. C'est pas sain. Il faut que j'arrête ça. Faut que j'arrête cette affaire-là. Donc, là, ça nous amène au cœur du sujet. Qu'est-ce qui est arrivé en 1982? Là, on est en plein cœur de la guerre civile, 75-90. Qu'est-ce qui est arrivé en 1982? Là, t'avais une guerre qui était très féroce entre les maronites, ce qu'on appelait les phalangistes, qui étaient dirigés par Bachir Gemayel, qui est devenu le président libanais, mais pour quelques jours ou quelques semaines. Là, il a été assassiné par la suite. Mais donc, les maronites, les sunnites se faisait une guerre sans merci. Les chiites sont entrés également dans la danse. Et là, il y avait quelqu'un autour, dans la région du Moyen-Orient, qui voulait sa part du gâteau aussi, qui voulait son influence. En géopolitique, c'est toujours comme ça. C'est jamais une question de bonté ou d'amis, c'est toujours une question d'intérêt. Bien, l'Iran... Ouais, qui 3 ans auparavant a fait sa révolution islamique puis qui a renversé le Exact. Shah. Tout à fait. Les chiites, d'autres aussi. Fait Exact. que,
exact. C'est Ah, tu ça. comprends bien, c'est ça, exactement. Ouais, 1979, la révolution islamique, le Shah est renversé, alliance entre les mollahs, c'est-à-dire les ultra-religieux iraniens, et les communistes athées. Mais les communistes athées, ils sont fait avoir par les mollahs, ils ont fini ah, au bout d'une ils corde sont finis après. par se faire Ouais, couper parce que les athées. Ouais, parce que tu sais, les révolutionnaires athées, de façon générale, les hommes religieux, ça l'aime pas beaucoup, ça plaît Non, pas c'est beaucoup, ça, c'est et pas particulièrement dans cette région du monde. en Donc, passant, tu sais, on dit ça souvent, puis regarde, je vais faire ça ultra simplement, là, parce que, tu sais, on parle de chiites puis sunnites, puis il y en a qui se disent: «C'est quoi cette affaire-là?» Ben, c'est le même principe que les catholiques puis les protestants. Tu sais, il y a différentes dénominations au sein de l'islam, mais c'est comme les 2 principales. La seule affaire, c'est que mondialement parlant, les chiites sont minoritaires. Ils sont à peu près autour d'à peu près 15% de la population de croyants musulmans. La majorité sont sunnites. Pour faire une histoire courte, c'est juste que quand Mohammed est décédé au 7e siècle, il y a 2 gangs qui voulaient savoir lequel allait le succéder. La majorité ont choisi un autre gars, les chiites ont choisi un autre. ouais, Puis c'est au plus simple du simple du simple, là. Puis la c'est seule ça. affaire, c'est que les chiites, ils ont une organisation beaucoup plus, ils ont un clergé beaucoup plus hiérarchisé. Les imams ont beaucoup plus de place au niveau du politique. Puis les sunnites l'ont beaucoup moins. Tu sais. À part justement en Liban avec le Hezbollah, puis nouvellement l'Irak à cause justement des États-Unis, il y a pas mal juste l'Iran, entre guillemets, qui est ouvertement chiite. Moi, je sais qu'il y a quand même des petites communautés un peu partout. Mais le reste, Arabie Saoudite, name it, une bonne partie du reste du monde musulman ou croyant de l'islam est majoritairement sunnite. Là. Fait que ça me donne une petite Exact, idée. très, très bonne description. Et qu'est-ce qui est arrivé à la mort du prophète au 7e siècle, le prophète Mohammed? Euh, de façon, quand on regarde ça simplement, là, pour ce qui est du califat, c'est pour ça qu'il n'y a pas de calife, là, il n'y a pas de calife chez les musulmans, parce que L'expression les deux calife à la s'entendent. place du calife, ben ça Ça, vient de là. ça vient. Il y en avait qui voulaient, les sunnites disaient que le calife ne se doit pas systématiquement de descendre du prophète, de descendre de la lignée du prophète, mais les chiites disaient que Ouais, c'est ça. il se doit de descendre de la lignée du prophète absolument. Les sunnites ont choisi, je pense que c'est quoi, c'est Abakour ou Aboukar, son nom, c'était comme un genre de ses proches, je sais pas, c'est conseiller ou ami, quelque chose comme ça. Exact. Puis les chiites, eux, ils ont choisi qui s'appelait Ali. Ali, Exact. je pense, c'est quoi, c'était genre son petit cousin, ou je sais pas, une affaire comme ça. Exact, ils étaient parents proches, Ouais, c'est exactement. ça. Fait que, Je crois que c'était son cousin. Oui, je crois que ouais, c'était ouais. son cousin. Mais c'est ça la grosse différence fondamentale entre les deux. On va se dire, après ça, il y a toutes sortes On de. voit quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein. Ouais. Mais Autant qu'on dit que les religions, tu sais, c'est ça. On dit que c'est divin, mais on voit souvent que ça retombe au terre à terre assez facilement. Hein. Et ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Les, comme chez les sunnites, il y a pas de calife, donc il n'y a pas de chef suprême. Chez les chiites, il y a un chef suprême qui est, à l'heure actuelle, l'ayatollah Khamenei. OK? C'est ça. En gros, C'est-à-dire, c'est comme si eux autres, ils ont, tu sais, les catholiques ont un pape, les autres en ont pas. Tu sais, c'est un peu oui. le principe. C'est un Et peu le même principe. Tu sais. son pouvoir politique, il est suprême. Il est au-dessus, officiellement non, mais officieusement, son pouvoir moral, il est bien au-delà de celui du président d'Iran. Il peut même faire des fatwas. C'est quoi un fatwa? C'est-à-dire, il peut dire une personne sur la planète, cette personne-là se doit de mourir. Et là, ça, c'est pas le fun si t'as ça, parce qu'à un moment donné, on s'entend, la majorité des chiites ne sont pas des meurtriers, vraiment pas. Ce pas des moins Non, bonnes non, c'est ça. personnes, pas du tout, c'est pas ça le point. Mais tu vas empoigner un fêlé à quelque part qui va obéir. Tu comprends? Mhm. Parce que des fêlés, il y en a partout. Donc, c'est un petit peu ça. Et donc, lui, il a le pouvoir de faire des fatwas, donc de déclarer quelqu'un indésirable ou même, tu sais, de dire qu'il faut tout simplement assassiner quelqu'un. Il le fait pas souvent, mais il a ce pouvoir-là. Euh, donc, 1982, création du Hezbollah. Création du Hezbollah au Liban pour aider la faction chiite. Ultimement, c'est l'Iran qui voulait amener ses tentacules, voulait se faire un proxy, trouvait qu'il y avait une belle opportunité, a créé le Hezbollah pour soutenir aussi les milices chiites libanaises qui, eux, se battaient également pour leur survie au moment de la guerre civile libanaise. Donc, création du Hezbollah. Et suite à la fin de la guerre civile au Liban, là, la question était pourquoi le Hezbollah, est-ce qu'il y a encore sa place? Pourquoi là,
le pouvoir ne va pas entre les mains de l'armée à 100%. Qu'est-ce qu'une milice vient foutre? Les autres milices se sont éradiquées. Il y en avait... Il n'y a pas de milice armée libanaise très sophistiquée, sauf le Hezbollah à l'heure actuelle. Mais eux, ce qu'ils ont dit, ben, de un, ils étaient plus puissants que l'armée parce qu'ils étaient financés par l'Iran, puis ils sont encore beaucoup plus puissants que l'armée libanaise. Et ils ont des capacités de frappe bien plus élevées. Ils ont un financement beaucoup plus important aussi, une logistique plus importante. Eux, ils disaient, puis ça faisait l'affaire d'une certaine façon du gouvernement libanais, de plusieurs Libanais, même certains chrétiens, certains sunnites, de dire, bon, pour la menace existentielle du Liban, c'est une invasion d'Israël. On peut débattre de ça, là, mais je veux dire, pour beaucoup de Libanais, c'est ça. C'est leur menace, la menace existentielle, c'est l'envahissement d'Israël. Et là, on a une armée qui est faible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce qui beaucoup de Libanais disaient. Le Hezbollah dit, ben nous, on va protéger les frontières. Il y a comme une entente tacite entre les deux. L'armée fait comme la police. La police fait la circulation, personne ne les écoute. L'armée fait la police à l'intérieur du pays et les frontières sont gardées par le Hezbollah sous l'égide de la puissance iranienne. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et depuis ce temps-là, le Hezbollah a toujours grossi, devenu de plus en plus sophistiqué, a eu un impact assez important dans le maintien du gouvernement Assad lors de la guerre civile en Syrie. Et ennemi juré d'Israël, parce qu'une des doctrines du Hezbollah, c'est l'anéantissement de l'État d'Israël. Donc, c'est sûr que les Israéliens qui sont à côté, qui voient à la frontière, il y a une milice armée quand même assez puissante, qui ont une doctrine écrite. Dans leur doctrine, c'est l'anéantissement de leur État. C'est sûr que c'est pas agréable, on s'entend. Non, non, plus ou moins, c'est ça. Exactement. Donc, c'est ça. Le Hezbollah créé en 1982, multiples échanges avec Israël. C'est pour ça qu'on parle uniquement, c'est quoi les grandes guerres qu'ils ont eues ensemble, parce que si on commence à parler à chaque fois, moi je dis qu'ils se taquinent. Quand ils, ouais, parce qu'il y a eu plusieurs conflits. Ils tirent des roquettes tout le temps. C'est ça. Puis il y a eu je me rappelle, au milieu des années 2000, il y en a eu encore récemment aussi. Fait que c'est tout le temps du... Les plus importantes, c'est l'opération Justice rendue en 1993, OK? Après ça, tu as l'opération Raisin de colère en 1996. Et là, beaucoup plus important, tu as 2006, ce qu'on appelle la deuxième guerre du Liban. C'est là où, c'était le 12 juillet 2006, le Hezbollah avait tué 3 soldats israéliens et il en avait capturé 2. Il avait envoyé un commando en territoire israélien. Et suite à ça, Israël est rentré à nouveau au Liban. Ils ont bombardé Beyrouth et sont restés 33 jours dans le sud du Liban. Ça avait fait 1200 morts. Puis, par contre, ils ont quitté 33 jours plus tard parce qu'il y a eu la résolution 1701 de l'ONU qui exigeait le retrait des troupes israéliennes. Et c'est là que ça avait chauffé quand même pas mal pour Israël parce qu'il s'était fait prendre dans un genre de guet-apens lorsqu'il avait essayé d'entrer au sud du Liban. Puis il y avait eu quand même beaucoup de pertes de chars parce qu'ils ne savaient pas que le Hezbollah, à l'époque, avait des roquettes anti-tanks. Donc, ils s'étaient fait avoir. Ça avait été une guerre difficile pour Israël. C'était probablement la plus difficile qu'ils ont eue parce que les autres, c'était du no contest. Là. Non, c'est ça. C'était pas des Moudjahidines qui manquaient de missiles Stinger en Afghanistan contre les Russes. Il y avait moyen de répliquer. Là. C'est ça. Donc, depuis ce temps-là, par contre, là, ici, dans l'équilibre de la force, on se rend compte dans les derniers événements qu'Israël a augmenté énormément sa capacité par rapport à ce qu'elle était en 2006, par rapport au Hezbollah, qui ne semble pas, dans ce qu'on voit, avoir augmenté à la même cadence, parce que là, c'est qu'est-ce que Tsahal est devenu sur le plan là, de la logistique, sur le plan de la force de frappe, c'est assez important. Ben, quand on parle de Tsahal, on parle en réalité du 51e État américain. On va se dire les choses on va se dire les choses comme ils sont. Faire la guerre à Israël, c'est faire la guerre aux États-Unis d'Amérique. C'est ça. Puis pas mal à ça. Exactement. Puis ils ont le Iron Dome depuis plusieurs années qui bloque quasiment à 98-99% de toutes les roquettes qui est envoyées à peu près. Il faut que tu aies des missiles hypersoniques pour être capable de le percer. Puis c'est vraiment pas... Donc, ça prend
ça prend des armées contemporaines. Là. Ça prend vraiment des vraies armées contemporaines avec une logistique importante, parce que sinon, c'est très difficile sans hypersonique. OK. Et là, on est en 2006. Maintenant, 7 octobre 2023, attaque d'une barbarie incroyable du Hamas en territoire israélien. Et là, qu'est-ce qui est important ici? Quels ont été les mots de Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, suite à cette attaque-là? Première, il a dit deux choses, OK? Puis regardez, vous allez voir comment c'est en lien avec ce qui arrive et comment, juste si on l'avait écouté, qu'est-ce qu'il avait dit à ce moment-là, on aurait pu prédire tout ce qui est en train d'arriver en ce moment. Il a dit anéantir le Hamas, OK? Ça, il l'a dit, tout à fait légitime. À un moment donné, je pense pas que c'est faisable, mais je pense que c'est légitime, je me persuadé que c'est légitime par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça justifie les près de 40 000 pertes de vie humaines. Ça, c'est autre chose, là, Non, c'est complètement. ça. Ben, c'est Parce comme, que c'est là, comme on est en essayer. train de réparer de la barbarie avec de la barbarie aussi. Là. À un moment donné, pas mal l'ensemble de la communauté internationale dit « Oh, là, vous commencez à franchir, vous avez probablement franchi une ligne rouge. » Mais c'est toujours la question, la ligne rouge avec Israël, elle est où? Y en a-tu une vraiment? Parce que qui met la ligne rouge? Qui contrôle? C'est qui le souverain de l'ordre mondial? C'est Washington. Donc, c'est Washington qui met les lignes rouges. On s'entend? Est-ce qu'il y en a vraiment une avec Israël, une ligne rouge? Il y en a peut-être une, mais il faut être dans le secret des dieux pour la savoir, parce que sur la place publique, il n'y en a pas vraiment. Là. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un ministre des Affaires, un secrétaire des Affaires étrangères ou un président sortir publiquement et dire non, là, il faut qu'Israël se calme. Je ne me rappelle pas. Des fois, Anthony Blinken, il n'y a pas longtemps, avait dit nous souhaitons un cessez-le-feu. Ça, c'est une Oh, ouais, façon c'est de ça. dire on aimerait ça. Mais si Israël n'obéit pas, est-ce que les Américains vont cesser d'envoyer de l'armement ou diminuer l'armement? Je ne pense pas. Parce que s'ils arrêtent de faire ça, je veux dire, Israël va se faire envahir, on s'entend, parce que les pays autour sont à peu près tous hostiles. Malgré les accords d'Abraham, les pays sont tous hostiles. Il y a beaucoup, beaucoup d'antisémitisme dans la région. Puis, et c'est un endroit géostratégique très intéressant pour les Américains, on s'entend, là, en plein milieu. Tu as ton allié indéflectible qui est en plein cœur du Moyen-Orient. Donc, tu as un contrôle, et c'est le plus puissant de cette région-là. Donc c'est comme une extension des États-Unis au Moyen-Orient. Ça fait que c'est certain. Donc, je pense qu'il n'y a à peu près pas de ligne rouge. Mais la deuxième chose que Netanyahou a dit, il a dit, OK, il a dit, nous allons changer le Moyen-Orient pour de bon. Oh, ça veut dire quoi? Changer le Moyen-Orient pour de bon, il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus gros qui s'apprête à faire. Ça ne peut pas être juste aller exterminer le Hamas, là, parce que le Hamas, c'est très petit. Oui, ils sont capables de faire des dommages extrêmes, comme ce qu'ils ont fait sur le plan, comment je peux dire, des dommages extrêmes sur le plan de la barbarie. Mais ils ne peuvent pas renverser l'État d'Israël. Ils ne peuvent pas Non, non, lutter contre les forces armées israéliennes. Ils ne sont pas de calibre du tout. Mais changer le Moyen-Orient pour de bon, ça signifie en finir avec le Hezbollah. Ça, c'est assez clair que c'est ça qui était dans sa tête. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il voudrait faire d'autre. L'Égypte n'est plus hostile en ce moment. La Jordanie n'est pas hostile. L'Arabie saoudite n'est pas hostile à Israël. La Syrie, un peu, oui, mais la Syrie, c'est à la ramasse complètement. Je veux dire, les forces d'Assad sont juste pour être en mesure de survivre en Non, il Syrie. s'est fait Donc, shaker depuis 10 ans avec la guerre qu'il y a eu là, puis que ouais. les Américains ont. C'est ça. Donc son ennemi juré limitrophe, c'est Hezbollah. Il est au Liban. Donc, ça veut dire, si tu veux vraiment affaiblir le Hezbollah, de façon importante, parce qu'ils sont un peu partout au pays, c'est pas juste au sud, ils sont à Beyrouth également, ils sont également au nord dans la Beka, près de la frontière syrienne, parce qu'ils protègent également la frontière syrienne pour empêcher l'État islamique d'entrer, et les factions d'Al-Qaïda, ces factions-là. Donc, sont un peu partout. Donc, ça veut dire soit des bombardements extrêmement massifs, soit une invasion terrestre, soit les deux. Donc, c'est un peu ça que ça veut dire. Donc, tout ça se préparait. Et là, on va regarder un peu, c'est quoi l'escalade qui nous amène à
à considérer que c'était logique tout ce qui est en train de se passer et à considérer que, en réalité, c'est ce qu'Israël voulait. Israël semble souhaiter une escalade importante du conflit au Proche-Orient parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité, c'est fort probablement dans son intérêt pour sécuriser son territoire. Donc, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Bombardement à Gaza, très important. OK? Gaza est rendu à peu près pratiquement un parking. Bon. Ouais, 1er avril 2024, bombardement de l'ambassade iranienne à Damas en Syrie. Ça, c'est un acte de guerre. Quand tu fais ça, c'est automatiquement un acte de guerre. Donc là, tu vas tester l'Iran. Tu vas regarder l'Iran. OK, sont-tu game de s'essayer? Et s'ils s'essayent, c'est quoi leur force de frappe et jusqu'où sont prêts à aller? Et là, il y a eu une réponse très télégraphiée de l'Iran qui a envoyé, oui, c'était spectaculaire, mais il a envoyé des drones, puis des roquettes pas très rapides, des choses comme ça. Et il ouais, c'est avait ça. avisé à l'avance. Il disait, nous allons attaquer bientôt. Nous allons attaquer encore plus bientôt. Encore plus bientôt. Maintenant, nous attaquons. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Le dôme de fer a vu. Non seulement il y a le dôme de fer, mais en plus, toute l'aviation C'est ça. israélienne, l'aviation américaine, les Américains avaient envoyé 2 porte-avions. Donc, il n'y avait même pas de chance qu'ils fassent de dommages. Et ils n'ont pas utilisé de missiles hypersoniques parce qu'ils en ont quand même quelques-uns. Donc, ils ne voulaient même pas faire mal à Israël. Donc, c'est une réponse, comment je peux dire, C'est ça. symbolique. C'est ça. Ben, en fait, c'est que c'est un concept en géopolitique qu'on appelle la réponse proportionnelle, the proportionate response. Tu sais, c'est qu'en gros, c'est que si, même si c'est fake, puis la majorité des autres savent que c'est fake, il faut comme que tu bombes le torse, puis que tu aies l'air de faire de quoi. Puis tu lui dis carrément d'avance qu'on va vous envoyer genre 50 missiles pour faire sauter un cabanon, mais on vous donne du temps en masse pour qu'il n'y ait personne là, comme ça personne va être en crime, jamais ça pète. Tu sais. C'est Fait ça. que c'est souvent Mais juste pour dire qu'on fait de quoi, mais finalement. Mais l'attaque de l'ambassade, Ouais, ça c'est quelque chose. l'attaque de l'ambassade, c'était quand même, non seulement c'est un acte de guerre, mais il y a 14 personnes tuées, dont un des plus hauts placés chez les gardiens de la Révolution. Donc, un général. Donc là, tu dis, la réponse, elle était comme sous-proportionnée, d'une certaine, très spectaculaire, mais sous-proportionnée. Et ça, donc là, anguille sous roche, ça veut dire, mais pourquoi? Ça veut dire, l'Iran, est-ce qu'ils sont capables de répondre en réalité? Ben, la réponse, c'est probablement pas. C'est-à-dire que là, à un moment donné, si tu fais la guerre aux États-Unis, tu fais la guerre à Israël, ben là, tu as les porte-avions américains autour de chez vous. Comment tu vas faire pour. On va y revenir. Ça, c'est le premier événement. Après ça, c'est un peu le premier signe de faiblesse que l'Iran a envoyé. Faiblesse, là, tu vas dire, bon, on peut toujours débattre, on va dire, c'est peut-être un signe de sagesse, parce que si tu n'es pas capable, si tu ne fais pas le poids, tu es mieux de t'abstenir d'une certaine Ben, c'est façon. ça. Puis, disons, si tu n'as pas starté la Troisième Guerre mondiale, c'est très sage, selon moi, là, même si. Oui, c'est exactement. Mais Israël se rend compte à ce moment-là, il dit, oh, OK, donc nous, on bombarde leur ambassade, on leur fait un acte de guerre, puis eux, ils nous avertissent qu'ils nous envoient des C'est choses. ça, il nous dit qu'ils sont pas contents. Mais Ils that's nous it, disent pas qu'ils ne plus sont pas que. contents. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, euh, ben, d'autres choses aussi qui montrent un peu, qui donnent une perception. Maintenant, moi, je me mets dans la peau de Netanyahou, je me mets dans la peau de l'état-major israélien. On se dit, OK, là, en plus, la Jordanie nous ont aidés. La Jordanie ont aidé Israël. Ils ont bloqué des missiles de l'Iran, la Jordanie. Donc, Jordanie, qui ne veut pas que le conflit s'embrase non plus. Donc, ça veut dire un de nos voisins qui était jadis hostile à nous a plus l'air tant hostile. Ben, du moins, c'est pas qu'il nous aime, mais c'est que il nous aime pas. Il est peut-être il est peut-être antisémite, mais il sait que c'est pas dans son intérêt de nous écœurer. Donc, il nous aide à bloquer les tirs de l'Iran. Et après ça, tu as le Hezbollah qui a été relativement silencieux. C'est-à-dire, il a envoyé des roquettes. Oui, il a envoyé des roquettes, mais il n'a pas fait un envahissement terrestre, il Ah n'a non, pas c'est ça. affronté de façon féroce comme en 2006. Donc, on se rend compte que le Hezbollah a l'air un peu faible aussi dans l'histoire. Donc, OK, ça veut dire ça. Pour ça, c'est des bonnes nouvelles pour Israël. Tu dis, OK, ben, parfait, ben, nous, on peut continuer, on va les tester encore un petit peu plus. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça, c'est quand même là. Là, tu nargues énormément. Il n'y a pas longtemps, c'était quoi? C'était au mois de juillet. C'était en fin juillet. Assassinat d'Ismaël Enayé. C'est qui? En Iran. Ils l'ont assassiné. Ismaël Enayé, Le président, c'est. Pardon? c'était le Non, président, me semble. non.
C'était le numéro 1 du Hamas. OK, OK. Ouais, c'était le. Ah, ben c'est ça, parce qu'il y en a eu 3 là, parce qu'ils arrêtent pas de mettre le j'ai vu on a pour ceux qui comprennent pas trop, parce qu'ils mettent comme la photo des 3 sur les réseaux sociaux, parce que justement, ils les ont eu tous les 3. Tu avais justement, celui dont tu l'as dit justement, El Nayé, tu avais le chef du Hamas qu'on a parlé justement, Nasrallah, puis tu avais aussi c'est-tu le président ou le premier ministre iranien, tu sais, qui ont eu une couple de mots aussi, me semble? Non, non, il y a eu la mort, il y a eu la mort de l'ancien président iranien, mais ça, dans un accident d'hélicoptère, mais ça, il n'y a pas de source crédible. Un accident Ben, c'est ça. d'hélicoptère. Mais tu sais, j'ai vraiment cherché, puis on trouve pas de source crédible qui dit que ce serait le Mossad, là. Mais Non, c'est bon, ça. écoute, on peut toujours dire, c'est sûr que c'est Ça fait sûr que juste Tom Clancy un peu, c'est juste ça, tu sais. ça arrive dans un moment douteux, disons, mais, Ben, c'est mais, ça. mais tu vois pas, tu sais, je veux dire, t'as pas, la BBC n'est pas sortie, le Wall Street Journal, The Economist, il y a personne qui est, il n'y a pas de journaux européens, Reuters n'est pas sorti là-dessus non plus. Donc, il y a comme, il y a pas, en tout cas, si c'est le Mossad, ça a été extrêmement bien fait parce que ça n'a pas laissé de traces du tout. Mais oui, C'est il y a, ça. il y a quelques mois, l'ancien président iranien est décédé d'un accident d'hélicoptère. Mais là, pour en revenir à Ismaël Ouais. Haniyeh, qui était le numéro 1 du Hamas, lui, il était assassiné à Téhéran, en Iran, par un bombardement israélien, au moment où est-ce qu'il assistait à la cérémonie du nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian. Donc, il y avait la cérémonie du nouveau président. Lui était invité parce que, étant numéro 1 du Hamas, c'est un invité d'honneur là-bas. Et Israël l'ont abattu à ce moment-là en territoire iranien. L'Iran, suite à ça, ils ont dit, nous allons vous punir, nous allons vous punir. Ils n'ont rien fait. Donc, tu vois, l'Iran ne veut pas escalader, ne veut vraiment pas escalader. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont meilleurs que les Israéliens, pas parce que c'est des meilleurs êtres humains, parce que c'est une très mauvaise fenêtre d'opportunité pour eux. Ben, ils sont pas fous non plus, là. Ils Oui, savent que, tu sais, ils savent lire les pièces sur l'échiquier, puis présentement, ils sont pas avantagés pantoute, là. non, clairement pas. Puis, suite à ça, tu as le Hezbollah qui a quand même fait des frappes au nord d'Israël pour montrer sa présence. Après ça, il y a un missile qui a fait quand même qui a fait des morts civiles parce que le missile, en tout cas, du moins de ce qui est dit, le missile n'était pas bien téléguidé. Et ce que le Hezbollah dit, c'est que c'était involontaire. Israël dit que c'était volontaire. Et Mais sérieux, Karim, je t'entends parler, puis c'est tellement une version gros budget, puis à gros prix, puis multi-géopolitique du gars qui pisse le plus loin, là. ouais, Et c'est c'est comme vraiment. c'est tellement genre, on se lance des roches, puis là, tout d'un coup, il y en a un qui sans mégarde, il pète la fenêtre du voisin. «Hey, excuse-moi, là, je voulais juste te lancer des roches, je voulais rien péter.» Non, T'es rendu là, mais pourquoi t'en envoies des missiles? C'est à la seconde qu'il y en a un qui touche quelque chose. Tu fais pardon, mon oncle. tout à fait, tout à fait. Mais ça montre une situation de faiblesse quand même, là, ici. Ah Et tu sais, ouais. ce qui en vient dans notre analyse à dire Ben, que on s'entend-tu que le complexe militaro-industriel, il rit dessus, eux autres, et dit tabarouette, ils s'envoient des missiles à coût de 80 000 la roquette, si bol, et puis ils font ça juste pour le fun, pour se dire qui est le plus gros, puis ouais, qui pisse le plus loin. Les autres, c'est Keshling, Keshling, Keshling. ouais, en effet. Complexe C'est merveilleux. militaro-industriel, c'est sûr que c'est des gens qui sont heureux de ces choses-là, ça, c'est sûr. Mm. Puis là, donc, c'est là qu'on voit il y a une ascension dans les interventions d'Israël, que ce soit particulièrement contre l'Iran. OK? Tu as vraiment une ascension. Et maintenant, lorsque Israël a dit, puis encore une fois, c'est mon analyse, là, je peux me tromper, lorsque dit, OK, l'Iran n'interviendra pas. C'est pas dans son intérêt du tout, c'est pas dans son intérêt d'intervenir. Ils n'ont pas l'air à vouloir intervenir. Maintenant, je peux passer à la seconde étape, ce que je prépare depuis un bout de temps, attaquer son proxy, celui qui peut me faire mal. Parce que l'Iran n'est pas capable de me faire mal de sa position. Ils peuvent pas passer à travers l'Irak puis la Syrie parce que tu as des bases américaines là, donc ils peuvent pas. Envahissement terrestre, oublie ça. L'espace aérien, tu as des porte-avions américains qui sont dans le coin, donc l'espace aérien puis les mers sont contrôlés par les États-Unis. Donc maritime, tu peux pas. Puis à longue portée avec le dôme de fer, à moins qu'il y ait des missiles hypersoniques, puis il ne semble pas en avoir tant que ça,
ils nous feront pas mal, donc parfait. Maintenant, on peut avancer nos pions au Liban pour sécuriser notre territoire, pour avoir une certaine zone tampon au nord. Et là, ce qu'on voit la séquence d'événements, c'est les pagiotes qui explosent. Le 17 septembre, tu as des multiples pagiotes qui ont explosé un peu partout. Ça a fait 14 morts puis environ 3000 blessés. Mais ça, c'est particulier parce que c'est comme une genre de guerre de la terreur psychologique. C'est-à-dire que tu les tues pas, mais tu leur fais très, très mal. Donc, et là, tu les défigures, tu crées un climat de panique, puis tu dis, vous n'êtes pas safe nulle part. Et ce qui Ben, est ça, j'allais ironique, dire, si vos pagettes ont sauté, là, c'est rendu que tu vas même checker ton micro-ondes, savoir s'il n'y a pas de hein, quoi, là. et C'est fou, là. ce qui est ironique, c'est que Hassan Nasrallah avait demandé à ses hommes, il y a quelques mois, d'arrêter d'avoir des communications avec le téléphone parce que leurs téléphones sont piratés et sont espionnés via l'intelligence israélienne. Donc là, ils ont dit, on va revenir à l'ancienne méthode, les Padgets. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant en médecine, on fonctionnait avec des Padgets à l'hôpital. Donc, c'est ça, ces vieilles technologies, là, le Padget. Donc, OK, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont piraté Israël, puis là, on va en revenir, là, je vais en parler de comment ils l'ont fait, mais bref, ils ont été en mesure d'utiliser des sociétés écrans En Hongrie, je pense, c'est en pas mal. Hongrie, parce que c'est fait par une compagnie taïwanaise, mais ils ont un fournisseur en Hongrie, puis Israël a utilisé des sociétés écrans pour infiltrer ça, puis aller mettre à l'intérieur les dispositifs explosifs, puis ils ont Hey, envoyé un c'est code, capoté, tout là. ça. C'est un scénario de film, là. T'es dans, t'es dans, Depuis t'es dans du combien, 007, là. ah ouais, T'es dans des vraiment. trucs de 007. Puis tu te dis depuis combien de temps c'était là, justement, depuis combien d'années il y avait comme cette opportunité-là de faire ça, puis ils se sont dit, OK, ça fait quelques années qu'on dort là-dessus, là, je pense que c'est le temps d'activer l'opération from the liver to the knee. Ouais, ouais, Puis ouais. boum, 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 puis let's go. Et là, c'est pas fini. Le lendemain, c'est les walkie-talkies. C'est-à-dire, tu as eu les Padgets, puis après ça, c'est le lendemain ou le surlendemain, c'est les walkie-talkies qui se sont mis à exploser. C'est vrai Donc qu'il ben, là, tu sais, il faudra qu'il retourne au code mort s'ils veulent être certains de c'est pas de. ça, ben, c'est ça. Fait que là, donc là, c'est comme terreur psychologique, c'est que tu dis, peu importe, vous utilisez des téléphones, on va, par satellite, on va être capable de vous espionner. Puis si vous voulez utiliser des pagettes, on va les faire sauter. Puis il y a des pagettes, des walkie-talkies, ben, on va les faire sauter. Tu sais, donc là, tu crées de la crainte, tu crées du chaos psychologique. Puis suite à ça, maintenant, on escalade encore. Quelques jours après, tu as des frappes massives sur Beyrouth. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas frappé sur Beyrouth de façon massive comme ça. Beyrouth, c'est la capitale du Liban, c'est Ouais. le poumon économique. Donc, tu détruis Beyrouth. Déjà que la situation économique au Liban est catastrophique. L'inflation est énorme. Là, tu détruis Beyrouth. Tu cloues pratiquement le dernier clou du cercueil de ce pays-là. Après ça, c'est pas terminé. Tu as eu après l'assassinat de Hassan Nasrallah vendredi. Hassan Nasrallah qu'on avait Ouais. parlé tout à l'heure. Lui, Hassan Nasrallah au Liban, juste pour donner une idée, chez les chiites, c'est lorsque vous êtes à Beyrouth, OK? Beyrouth est à peu près centrale au Liban. Tu as le nord du Liban, après ça, tu as le sud, un petit peu plus au sud. Et lorsque vous allez au sud, à 1 heure de Beyrouth, c'est Saïda. Lorsque vous dépassez Saïda, là, vous tombez vraiment entre Saïda et la frontière israélienne. Vous tombez dans une région très majoritairement chiite. Lorsque vous promenez sur la rue, il y a des photos, il y a des grosses photos de lui un petit peu partout, là, de lui et de l'Ayatollah Khamenei. Donc, c'est un personnage là, très, très mythique au Liban. Son assassinat, c'est un assassinat symbolique extrêmement puissant. Donc, ça, c'est vendredi dernier. C'est une opération, lorsqu'on fouille un petit peu dans les articles, c'est une opération qui aurait pris plusieurs années parce que Hassan Nasrallah ne se présentait jamais en public. Ça faisait très longtemps Ben, c'est qu'il ça, était. ils ont eu Ouais. des bonnes infos pour savoir où c'est qu'il se trouvait pour pouvoir Ouais. l'éliminer, là. Fait que Et, c'est. et quand on regarde un petit peu les articles et les analyses, c'est fort probablement qu'il fallait qu'il y ait une infiltration humaine à l'intérieur ou des infiltrations humaines parce que juste du satellite, c'est pas suffisant, pas pour un genre Ah de non, c'est type ça. comme ça parce qu'il se tairait vraiment.
Et puis là, on peut se poser la question, mais comment ils ont fait, là, je veux dire, les Libanais chiites détestent Israël comme ça se peut pas. Ils n'auraient jamais laissé entrer, un Israélien pour espionner. Chose qui est particulière ici, c'est que c'est sûr que moi, je ne peux pas aller infiltrer le Parti communiste chinois. Tu sais, physiquement parlant, ça ne marchera pas. Tu sais, je veux dire, je n'ai pas l'air d'un Non. Chinois. Mais lorsque tu regardes, génétiquement parlant, tu as certains Juifs qui parlent parfaitement arabe et qui sont très près génétiquement du phénotype arabe. Pas tous. Tu en as qui ont un phénotype que tu peux le reconnaître que c'est pas un arabe, mais tu en as qui sont qui sont très proches de le phénotype là, physique. Donc, l'aspect de l'apparence physique, tu peux te faire tromper. L'aspect de parler arabe, particulièrement le dialecte libanais, tu as beaucoup de Juifs qui parlent le dialecte libanais sans accent, surtout dans cette région du monde. Et donc, tu as la possibilité que ce soit vraiment un vrai agent israélien, juif. Tu as aussi la possibilité que ce soit un Libanais chiite. Pourquoi? Une des tactiques qui est utilisée, puis ça, je ne savais pas, mais ça fait du sens dans les articles que j'ai lus, dont un de The Economist qui parle de ça, c'est que tu as du chantage qui se fait beaucoup avec l'orientation sexuelle. Parce que des homosexuels, il y en a à peu près le même ratio partout sur la planète. Ben Là. oui, Je veux c'est dire, ça. on s'entend, là, c'est juste pas avoué. J'avais d'ailleurs partagé, petite mini parenthèse, j'avais partagé sur mon compte Twitter, j'en avais parlé beaucoup dans un autre podcast, une vidéo de Johan Power. C'est un activiste français qui lui-même est homosexuel, puis qui fait vraiment la guerre contre le wokisme, puis un peu comme la dérive du mouvement gay, finalement, LGBTQ2+, pas dans le truc. Puis lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait été sur l'application de rencontre pour Grindr, puis d'un premier moment, il était surpris la quantité de personnes d'origine maghrébine dans ces applications-là qui étaient comme en mode discret, puis il a été rencontré 2 de ces personnes-là sans faire rien, et qui s'est comme trouvé des excuses par après, puis il les a filmés à leur insu en posant des questions, puis en disant carrément que, écoute, il dit, moi, j'ai une femme, j'ai des enfants ou quoi que ce soit, mais le soir, c'est ça, je dis avec des gars ou quoi que ce soit, puis ça m'est même arrivé, il y en a un qui a même avoué, il dit, moi, je suis ouvertement gay, mais même moi, à cause de la pression sociale, ça m'est déjà arrivé avec ma gang d'amis mettons, arabes ou musulmans, peu importe, parce que c'est des musulmans pratiquants, ils disent de tabasser des homosexuels dans la rue en France, Ouais. parce que justement, pas le choix, sinon il y aurait eu de la suspicion, puis tout ça. Puis encore là, je ne tiens pas à le dire, je ne tiens pas à dire que toutes les personnes d'origine arabe ou musulmane en France sont des personnes comme ça, loin de là, mais il y a vraiment une sorte d'omerta sur Ouais. cette réalité-là, puis que justement, quand tu le sais, ben, ça peut être une bonne pointe pour faire du blackmail avec ces gens-là, mettons. Ah oui, absolument, parce que si par exemple les services de renseignement israéliens ont spoté quelqu'un qui était haut dans la hiérarchie du Hezbollah et qui ont des preuves comme de quoi il serait homosexuel, lui, sa vie est finie, là. Sa Oh vie est ouais, finie et la vie de sa famille est finie. parce que Nasrallah était, bien sûr, un fondamentaliste religieux, puis était un homophobe notoire. Là, lui, c'était carrément si t'es homosexuel, Oh oui. il faut que faut que tu meurs à l'instant au nom du prophète et quoi que ce Ouais. soit. Là, fait que c'était vraiment. Oh oui, Il y avait- c'est sérieux, là. tolérance n'était pas dans son vocabulaire, mettons, on va Non, dire ça comme ça. exactement. Et là, c'est parce on s'entend là. Il y a plein. Moi, j'ai grandi dans un environnement musulman, puis je veux dire, pas la majorité les gens là, que j'ai connus ne sont pas des homophobes. Là. Non, 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 c'est ça. Mais là, tu es au cœur du Hezbollah, une des organisations religieuses les plus conservatrices au monde. Là. Ben, c'est ça, il n'y a Tu sais, pas de femmes, il y a pas de femmes En tout cas, tu me corrigeras, Karim, mais je pense pas qu'il y a de femmes soldats au Hezbollah. Non, 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 C'est non. ça, fait que Non. Il y a des sympathisantes. Ouais, c'est ça. Il y en a qui font partie de la grande famille du Hezbollah et qui peuvent aider, des choses comme ça, mais c'est pas des guerrières. Là. Non, c'est ça. Non, 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 non. Ils ont pas la même place que les hommes. Non, c'est pas. Ils n'ont pas de tampon dans les toilettes des hommes, n'est-ce pas, Karim? Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. On est loin de cet univers-là. Si tu fais cette requête-là, ça peut mal se finir. Ouais. On n'est pas du tout là. On n'est pas dans les tampons des toilettes des hommes. Donc, oui, c'est ça. Puis je voulais amener par rapport à l'espionnage, parce que l'anecdote, est-ce que tu connais le personnage Eli Cohen? Je ne le connaissais pas, Ellie mais Cohen.
Ouais, mais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça dans les recherches que je faisais et c'est assez intéressant. Lui, c'est un Syrien. Quand je parle, tu sais, quand on parlait de la guerre des 6 jours, puis que j'avais dit qu'Israël avait eu comme un avantage stratégique très important, bien, il y avait un type qui s'appelait Eli Cohen, qui était un juif d'origine égyptienne et de père syrien. Donc, lui, on s'entend, génétiquement, là, son phénotype, il peut très bien se fondre là, avec les Arabes. Ben, c'est un juif arabe, autrement dit. Donc, Mhm. il est génétiquement arabe. Et lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait été en mesure d'infiltrer les hautes instances syriennes lors de la guerre des 6 jours pour donner c'est un agent israélien, pour donner un avantage à Israël de façon très significative et qu'Israël soit capable de savoir à quel moment l'Alliance arabe veut les attaquer. Donc lui, c'est un personnage mythique en Israël, là, dans le milieu de l'espionnage. Il a fini par contre pendu parce qu'à un moment donné, il s'est fait pogner. Mais il a donné des informations stratégiques là, très Il importantes savait à ce qu'il Israël. faisait, hein, comme on dit, il savait dans quoi il embarquait, hein. Ouais, ben oui, c'est ça. À un moment donné, je veux dire, c'est les intérêts supérieurs des nations. Là. Si tu te mets à trahir ta nation, ça peut mal se finir. C'est ça. Donc, et on arrive à la question finale, y aura-t-il un envahissement terrestre du Liban? Ouais, c'est ça, parce que là, il y en a plusieurs qui disent, là, c'est arrivé, justement, tu nous l'as dit, c'est depuis 2006 qu'il n'y a pas eu de forces israéliennes Ouais. au Liban. Ça fait quand même un certain bout de temps aussi, ça va faire 20 ans dans 2 ans. Y aurait-il une possibilité, justement, que ça se reproduise une troisième fois dans l'histoire, là? Moi, je pense que oui, parce qu'à un moment donné, dans la tête d'Israël, fort probablement une autre guerre avec le Hezbollah est inévitable. Lorsque tu entends c'est probablement inévitable. Et c'est toujours la question de saisir la bonne fenêtre d'opportunité. À partir du moment où tu sais que c'est pas mal inévitable, parce que l'organisation est très hostile, ben pourquoi pas le faire maintenant? Et quels seraient les intérêts d'Israël de le faire maintenant? Ben, c'est considérer que c'est nécessaire à la survie de son État, parce que lorsque tu as une organisation, une milice à tes frontières qui est très hostile et qui a dans sa doctrine de t'exterminer, tu peux devenir un peu paranoïaque des fois aussi, et on comprend. Après ça, l'intérêt premier d'Israël, ça a pas mal toujours été de modifier son environnement, c'est de modifier son environnement graduellement pour améliorer sa sécurité. Parce que tu es avec un paquet de pays très hostiles autour et ton intérêt, ben, c'est d'avoir le plus de zones tampons possible. Maintenant, avec le Liban, tu n'as pas de zone tampon. Oui, tu as une pseudo-zone tampon qui est, tu as les Nations Unies qui sont là, mais les Nations Unies, ils n'ont même pas le droit d'utiliser la force, là, donc c'est pas, c'est un peu n'importe quoi. Donc, tu te retrouves sans zone tampon, près des frontières libanaises avec le Hezbollah qui est là et qui est très hostile. À partir de ce moment-là, c'est sûr que si tu envahis cette zone-là, puis si tu occupes cette zone-là, tu crées de facto une région tampon entre ta population civile et le pays qui est hostile à côté. Ça peut être un intérêt pour l'aspect de la sécurité. Et en plus, la fenêtre d'opportunité, l'Iran est très faible. Pourquoi l'Iran est faible en ce moment? Ben, c'est l'accumulation, ben, pas très faible, ça demeure quand même une puissance régionale forte, mais elle perd du galon en raison des sanctions économiques énormes. Les États-Unis, Barack Obama en avait relevé graduellement, mais Trump les a toutes remis au complet. Et là, l'administration Biden ne les a pas ne les a pas enlevés, ou du moins ne les a pas assouplis. Donc, tu as un pays qui a une économie qui est pas excellente du tout en raison de ces sanctions économiques-là. Presque personne ne veut faire affaire avec eux autres. Oui, tu as la Russie quand même, tu as la Chine qui La continue à faire Chine, affaire avec eux. les talibans qui ont vendu tout le stock que les Américains Ouais, avaient laissé après leur départ ouais, foireux, là, tout ouais, l'équipement militaire, là. ouais, exact. Mais quand même, tu as des sanctions économiques qui sont très lourdes. Après ça, tu as une rébellion. Quand même, là, le peuple iranien se pose beaucoup de critiques. Il critique pas dans la rue nécessairement, mais
il y a une montée des tensions du peuple iranien par rapport à ses dirigeants, notamment en raison de l'économie. Quand l'économie ne va pas bien dans un pays, c'est souvent là que les régimes, que les régimes peuvent se faire renverser. Je ne dis pas que le régime des Mollahs va se faire renverser, on est loin de là. C'est ça, mais j'allais quand dire. même, J'allais te poser la question. Karim, autant on n'est pas expert sur la question, mais sachant que le pays, justement, il y a eu une époque aussi qu'ils l'ont fait, la révolution. ouais, Parce qu'à un moment donné, ouais. on voit que, on s'entend, là, autant que je comprends que le citoyen iranien moyen ne doit pas être un Mongol dans la tête, mais tu sais, à un moment donné, c'est quand même, ils vivent quand même sur un régime qui est beaucoup plus euh, drastique, si je peux dire, au niveau religieux, puis quoi, puis en général depuis des décennies, sachant que justement que leur gouvernement qui se pompe le torse en disant, tu sais, justement, comme tu dis, le leader religieux, puis on va, c'est ça, on est contre Israël, dead to the West, puis des affaires comme ça, et finalement, ils font pas grand-chose, ben, c'est pas une possibilité à un moment donné que le peuple dise fuck off, puis que justement, on part la révolution 2.0, puis nous autres, on va la refaire la guerre à Israël, ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, c'est bon. Pour qu'il y ait un renversement d'un genre de régime comme ça, généralement, ça prend deux choses. C'est pas juste le. Parce que Ça prend l'armée aussi de ton c'est bord, là. c'est ça qui arrive, parce que c'est plus comme à une certaine époque où les gens se battaient à coups d'épée. À un moment donné, je veux dire, l'épée d'un militaire versus l'épée d'un fermier, les deux peuvent se ressembler. Là. C'est ça. Mais aujourd'hui, avec On est loin de 1789, mettons. Là. c'est ça qui arrive. Donc aujourd'hui, avec les moyens technologiques puis l'armée, lorsque tu as un régime qui est autoritaire comme ça, il y a deux choses qui peuvent faire en sorte que le régime est renversé, soit par des puissances étrangères, OK? Comme, je veux dire, les Américains ont renversé le régime de Hussein en Irak, comme Chili. l'administration Obama a renversé via la CIA, a renversé le régime libyen de Muammar Kadhafi. Donc, soit l'intervention d'une puissance étrangère, soit une révolte du peuple et des élites à l'intérieur du régime lui-même qui saisissent cette opportunité, comme les Mollahs l'ont fait avec le Shah. Okay? Comme les Mollahs l'ont fait avec le Shah, c'est qu'il y avait une révolte du peuple parce que le peuple disait que le Shah était une marionnette des Américains, puis que il fait pas et il est complètement contrôlé par les Américains. Il y avait vraiment cette rhétorique-là, qui n'était pas faux, là, disons. Quoique je pense que l'Iran de 1970 était plus intéressant que l'Iran de Ouais. 1960, de 1980, Les 1979, femmes pouvaient 80. encore porter des jupes, puis ça ressemblait plus à une version moderne. Exactement. Mais il y avait quand même une rage du peuple. Et à partir du moment lorsque le peuple se révolte, c'est pas lui qui peut renverser le gouvernement, mais des élites à l'intérieur du gouvernement qui peuvent, eux, influencer les militaires pour que les militaires soient de leur côté et renverser. Donc, c'est les deux façons. Et là, ça nous amène à quelque chose de très intéressant, puis je termine là-dessus. C'est, en ce moment, est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce que le régime iranien commence à trembler et à avoir peur d'un coup d'État qui pourrait renverser le régime? Ce qu'on voit d'assez intéressant en ce moment, c'est qu'il y a une volonté claire iranienne de se rapprocher de Washington pour enlever les sanctions, OK? Hmm. Et pour enlever les Eux sanctions. autres, ils veulent que Kamala rentre. Là. Ben oui, moi c'est ça. T'es iranien, tu veux que ce soit l'administration Harris, ça c'est sûr Ah et ouais. certain. Ça c'est sûr et certain. T'es israélien, je sais pas, hein, je me mets dans la peau d'un Israélien. Trump, c'est peut-être le président américain le plus pro-israélien, mais d'un autre côté, il est très pro-Trump aussi. Puis ça ne tente pas que ça tente pas que sous sa présidence, il y a un envahissement du Liban ou des choses comme ça. Je pense vraiment pas que ça y tenterait, Non, c'est ça. honnêtement. Il voudrait pas nécessairement parce que c'est une bonne personne, je le connais pas, mais je pense que ne serait-ce que par narcissisme pour dire que quand c'est lui qui est là, tout est calme. Peut-être qu'il y aurait des lignes rouges en coulisses par rapport à Israël aussi. Tu sais, on ne le sait pas. Fait que je ne sais pas du côté israélien, mais du côté iranien, c'est sûr que tu ne veux pas l'administration Trump parce que lui, il fait d'un sujet. Ça fait partie là, de sa politique. Du moins, en 2016, c'était un de ses gros sujets de campagne électorale, dire qu'il allait remettre les sanctions très féroces sur Israël, ce qu'il a fait, ce qui est encore
d'actualité. Et qu'est-ce qui nous fait penser que également, Israël l'Iran veut se rapprocher de Washington? Ben, ils n'attaquent pas vraiment. Ils ne veulent pas être en guerre avec Israël, ça c'est assez clair. Ils essaient de calmer le jeu. Et suite à la mort d'Ibrahim Razi, l'ancien président iranien, son nom c'est Ibrahim Razi, lui faisait partie beaucoup plus de la branche pure et dure conservatrice, là, très, très, très anti-américain. L'Ayatollah Khamenei a donné l'autorisation. Okay, il a été élu, on s'entend, le nouveau Massoud Pezeshkian. Mais Pezeshkian, mais il n'y a pas un président iranien qui va se faire élire si l'Ayatollah ne donne pas l'autorisation de se présenter. On s'entend? Donc, le fait que le guide spirituel suprême appuie la candidature de Pezeshkian. Il faut savoir c'est qui Pezeshkian. Il fait partie de l'aile modérée, donc qui est beaucoup moins anti-Washington. Et il a fait de sa campagne électorale, le principal sujet de sa campagne électorale, c'était la fin des sanctions contre l'Iran. Donc, la fin des sanctions signifie implicitement se rapprocher de Washington. Tu comprends? Ouais. Et qui il a nommé comme équivalent là, de ministre des Affaires étrangères, il a nommé le gars qui avait déjà négocié dans le passé la fin une diminution là, des sanctions contre l'Iran, des sanctions américaines contre l'Iran. Donc, tu as clairement une volonté. Pourquoi? Ben, c'est sûr que l'Iran, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent cesser les sanctions parce qu'à un moment donné, le peuple a faim. Puis si tu veux garder, et c'est ça qui me fait penser que peut-être ils ont peur d'un possible changement de régime. Ça pourrait. Ça, c'est une possibilité. Et là, en ce moment, une autre raison pour laquelle Israël se veut de faire mal à son proxy puis d'anéantir son proxy, le Hezbollah, le plus rapidement possible. Parce que si jamais, on ne sait pas ça va être quoi la nouvelle administration américaine, mais si jamais, en effet, avec un président plus modéré, avec un ayatollah qui semble être moins hostile, pourrait-il y avoir une certaine levée des sanctions? C'est une levée des sanctions et l'économie iranienne va de mieux en mieux. Tu peux armer plus le Hezbollah. Tu C'est ça. comprends? Donc, Fait que si on a de quoi à faire, il faut qu'il le fasse avant le jour de l'élection américaine. Là. oui. Et là, en plus, pendant la campagne américaine, ni Kamala Harris ni Donald Trump sont intéressés de dire, comment je peux dire, ce qui est en train d'arriver au Liban, au Moyen-Orient de façon générale, c'est pas avantageux dans une campagne électorale. Et il n'y a personne qui va s'en aller dire ouais, il faut qu'Israël se calme. Ça serait très mauvais en Là, c'est campagne ça, électorale d'aller faire ça. de souvenir, me semble, c'est ça. T'avais Kamala qui disait We want a solution, a both state solution, pas tant de trucs. Puis t'avais Trump qui disait que lui, il était tanné des conflits, puis il avait déjà dit que, justement, comme on l'a entendu souvent, je vais arrêter la guerre en Ukraine en une journée. Puis il a dit un peu la même chose aussi pour ce qui est des conflits au Moyen-Orient, un peu avec le Hamas puis Israël, dans le sens qu'à la limite, il va y avoir une trêve, mais là, à un moment donné, faut que ça arrête. Là. Fait que je pense que c'est ça. Israël se disent, ben, si on a de quoi à faire, il faut le faire là parce qu'il ne reste pas grand temps avant qu'on ait plus, on ait plus la permission de le faire. Oui, exactement. Il y a ça. Puis, il y a aussi le fait que, tu sais, on peut toujours se poser la question à savoir, est-ce que ça ne fait pas un peu l'affaire des Américains aussi? Mais là, on spécule qu'il y a comme une fenêtre d'opportunité, puis de laisser aller, puis de laisser... Parce que les Américains n'adorent pas le Hezbollah, on s'entend, là, vraiment, vraiment pas. Là. C'est considéré comme une organisation terroriste de dire, bah, si Israël ont la chance de le faire pendant cette opportunité-là, pourquoi ne pas les laisser le faire? Puis j'ai retrouvé quelque chose, la BBC, en 2007, avait publié, avait révélé que, je ne sais pas si tu te souviens, John Bolton, qui était Ouais, Monsieur Moustache. oui, exactement, qui était l'ambassadeur américain à l'ONU. Selon la BBC, il aurait dit en coulisses qu'au moment où, à la deuxième guerre du Liban, donc en 2006, que les États-Unis auraient volontairement retardé
le processus de paix et de cessez-le-feu pour laisser le temps à Israël de faire ce qu'il y avait à faire. Ouais, regardons ça. Donc, en tout cas, il l'a pas dit, Bolton ne l'a pas dit publiquement, Non, c'est ça. mais c'est la BBC qui dit qu'il aurait dit ça en coulisses, ce qui fait en sorte que c'est pas complètement exclu que ça fasse un peu l'affaire des Américains aussi. Non, c'est ça. Donc, écoute, c'était tout. Je sais que c'était très chargé, mais on a essayé de remonter historiquement, de dire un peu qu'est-ce qui se passe, puis de regarder à tête froide avec les intérêts de part et d'autre, puis pourquoi tout ce qui arrive en ce moment est assez logique. C'est pas humain dans le sens que c'est pas humaniste, c'est pas grandiose, c'est extrêmement triste, mais la géopolitique, c'est juste une question d'intérêt, Absolument. malheureusement. Ouais, avec ses bons et ses mauvais côtés. Écoutez, ça va. Vous pourrez pas dire qu'on vous fait pas du contenu assez niché à l'occasion, puis qui sont toujours intéressants. Puis c'est ça, des fois on part dans les sentiers battus, mais c'est toujours le fun quand même, sérieusement, de ces sujets-là. Puis écoute, autant que la situation est assez. Personnellement, si tu me dirais, as-tu le goût d'aller vivre au Liban, au Moyen-Orient, Joey, je te dirais non, je suis bien aussi que je suis correct. Mais voir ça d'un point de vue extérieur, puis analyser un peu justement les forces en présence, c'est toujours super. En tout cas, c'est quand même intéressant à voir puis comprendre vraiment la saison de chaque parce que c'est tellement plus nuancé. Puis c'est pour ça que moi, tu sais, je peux mettre ça sur le dos de la jeunesse un peu innocente. Là. Puis je dis pas innocente dans le sens péjoratif du terme, je parle vraiment d'une forme d'innocence de quoi que ce soit, mais tu sais, le conflit israélo-palestinien, Hamas versus Israël, c'est comme si ça serait les méchants sont d'un bord, les gentils sont de l'autre bord. Premièrement, il y a beaucoup plus de. Il y a moins de gentils que vous pensez d'un bord comme de l'autre. Puis c'est tellement. Il y a tellement. Tu sais, sans vouloir faire de joke poche, on est tellement dans 50 nuances de gris que Ouais. c'est pour ça que en âme et conscience, je peux comme pas nécessairement personnellement ouvertement appuyer un bord comme de l'autre parce qu'il y a comme. Dans ma tête, je vois vraiment. Je vois vraiment pas nécessairement des bonnes personnes de chaque côté. Tu sais. Autant que je comprends les enjeux de chaque bord, autant que je comprends qu'il y a des fautes de chaque côté aussi. Puis c'est là qu'à un moment donné, il faut que. C'est maintenant que je vois que ça peut se régler. C'est justement qu'il y a comme un acteur neutre extérieur qui a assez de moyens puis assez de poids politique pour dire là, c'est assez, vous allez vous mettre sur une table de négociation puis là, régler ça une fois pour toutes, les éternelles guerres les péchés des pères se retournent aux fils, puis ça finit plus jusqu'à la fin de l'histoire humaine, parce qu'à un moment donné, ça finira plus. Là, parce que c'est ça. Là. Écoute, Karim, thank you. Vraiment, Au super plaisir. dossier effilé. On se reparle la semaine prochaine pour un autre. Sinon, on se rejase demain, les auditeurs. Bye bye. Merci.